Boker Tov, nous sommes le 24 février 2022, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et on retrouve tout de suite la revue de la presse depuis Jérusalem et les studios Kalita avec notre correspondant Daniel Haïk. Rebonjour Daniel, et ce matin on débute cette revue de presse par cette atmosphère de guerre qui imprègne la presse israélienne. Et oui, effectivement Christophe, et ce bien avant l'annonce dramatique de Poutine répercutée ce matin par les sites d'information. C'est le conflit russo-ukrainien qui fait la manchette des quotidiens israéliens ce matin. Le Israël Hayom nous présente les deux faces du front. D'un côté les blindés russes devant la gare de Roustov le long de la frontière entre l'Ukraine et la Russie, et de l'autre les soldats ukrainiens qui scrutent l'horizon avec leurs jumelles et aperçoivent des forces russes en position offensive. Le Yediot Ahronoth cite les Américains qui mettent en garde: attention, l'invasion de l'Est ukrainienne est imminente, une information donc qui s'est confirmée ce matin. Et les sites d'information nous confirment que Poutine a donné ce matin, donc vers 5h, l'ordre de lancer une opération militaire dans la région de Donbass et de facto a déclaré la guerre à l'Ukraine. Alors qu'écrivent ce matin les éditorialistes dans ce dossier russo-ukrainien brûlant? Eh bien, Orly Azoulay, la correspondante du Yediot Ahronoth aux États-Unis, évoque ce qu'elle appelle la conduite peureuse et faiblarde de Joe Biden face à Vladimir Poutine. Une conduite qui lui vaut les critiques unanimes des républicains au Congrès. Elle écrit: sur le plan international, Biden a déjà à son actif 2 échecs retentissants, l'Afghanistan en août dernier et la Russie et l'Ukraine en ce moment. Merav Batito écrit elle aussi dans le Yediot Ahronoth: face à un Occident en hibernation, l'ours russe a choisi l'Ukraine comme une proie facile, et il s'avère que les Occidentaux n'ont toujours pas réussi à tirer les leçons de l'histoire dans le règlement de divers conflits. Quant à Benjamin Tobias, il suggère ce matin de cesser de croire naïvement que des peuples peuvent partir en guerre pour protéger d'autres peuples. Ariel Boldstein, dans le Israël Hayom, explique que la faiblesse de l'Occident n'a pas échappé à Vladimir Poutine, qui prépare déjà ses prochains coups. Oded Revivi, enfin, écrit dans le Haaretz que Poutine a identifié le corona, le virus qui affecte les démocraties occidentales, et il en a profité. Et puis ce matin, Daniel, les quotidiens et les sites d'information commentent le premier communiqué officiel d'Israël dans ce conflit. Oui, un premier communiqué soigneusement rédigé qui est destiné à satisfaire les uns sans froisser les autres, satisfaire l'allié américain et l'ami ukrainien sans fâcher, bien sûr, Vladimir Poutine. Après plusieurs semaines de neutralité, Israël a compris au cours des derniers jours qu'il ne pouvait continuer à demeurer sur la touche et a annoncé son soutien moral à l'Ukraine en demandant la préservation de l'intégralité de son territoire. Mais ce communiqué ne condamne aucunement la Russie et de facto ne mentionne pas du tout ni Moscou ni Poutine. Motif expliqué en détail par les analystes. Ce matin, Israël ne peut se permettre de fâcher Poutine parce que de facto, il possède au nord une frontière avec la Russie, ou plutôt avec les forces de l'armée russe qui sont stationnées en Syrie, et parce qu'il existe depuis plusieurs années une coopération étroite entre Tsahal et l'armée russe, coopération qui permet à l'armée israélienne de lancer des raids aériens contre des positions pro-iraniennes en Syrie. Si Poutine devait se fâcher en raison d'un positionnement trop pro-ukrainien d'Israël, la sécurité du pays en pâtirait. Les sites d'information comme N12 expliquent que la rédaction de ce communiqué a pris quelques 24 heures. Restons, si l'on peut dire, dans la diplomatie avec la visite aujourd'hui du président Herzog en Grèce. Oui, une visite qui est mentionnée dans les sites d'information et dans les quotidiens. Ariel Kahana explique que dans le Israël Hayom que cette visite, tout comme celle dans quelques jours du président sur l'île de Chypre, intervient afin d'apaiser les appréhensions de ces 2 alliés méditerranéens d'Israël qui s'inquiètent du rapprochement entre l'État hébreu et la Turquie. Mais il estime, Ariel Kahana, que le président Herzog n'a peut-être pas pris la bonne décision en se rendant le 9 mars prochain à Ankara. Pourquoi, écrit-il, mettre en péril une alliance qui fonctionne parfaitement avec les Grecs et les Chypriotes au profit d'un rapprochement aléatoire avec un pays aussi problématique que la Turquie d'Erdogan, se demande Kahana ce matin dans le Israël Hayom, et l'on peut effectivement s'interroger sur cette question pertinente. Diplomatie encore et toujours, mais sur un autre plan, avec ce que les journaux appellent le scandale de la nomination d'une députée arabe de Meretz au poste de consul d'Israël à Shanghai. Et oui, il s'avère que la députée Meretz, Jada Ranawi Zouabi, a choqué hier en refusant de reconnaître l'État d'Israël comme État-nation du peuple juif et en déclarant sur les ondes de la radio israélienne qu'elle ne connaissait pas les mots de l'hymne national israélien, un hymne qui, selon elle, l'exclut en tant que citoyen
moyenne arabe-israélienne. Les journaux rappellent que Ranawi Zohabi avait prononcé son premier discours à la Knesset en arabe et les commentateurs se demandent si elle pourra être une digne représentante de l'État d'Israël à Shanghai avec un tel positionnement. D'autant plus que dans la communauté arabe, des notables ne comprennent pas comment elle pourra représenter à l'étranger un gouvernement qui, je les cite, prône la poursuite de l'occupation et cautionne la loi sur la nationalité, une loi qui discrimine, je les cite toujours, les citoyens arabes. Fin de citation. Et enfin, la Knesset est toujours en ébullition autour des menaces de Benny Gantz, mais une solution pourrait avoir été trouvée. Oui, le site Ynet nous explique que Naftali Bennett s'est entretenu hier soir avec les chefs des formations qui composent la coalition gouvernementale. Il a expliqué qu'il n'avait pas l'intention d'envenimer les tensions autour des revendications du ministre de la Défense. Moran Azoulay sur Ynet révèle que la loi sur les retraites des généraux israéliens sera donc soumise dès lundi prochain au vote des députés. Mais désormais, les regards se portent sur la présidente travailliste qui n'a pas donné son feu vert à cette loi. Selon Ynet, Merav Michaeli n'aurait pas l'intention, elle, de provoquer de nouvelles frictions. Le site N12 indique en effet qu'un compromis autour des revendications de Merav Michaeli, en particulier sur l'augmentation du salaire minimum, pourrait apaiser la présidente travailliste. Le Maariv, lui, nous révèle dans son site que les confidences d'Elie Avidar, l'ex-ministre sans portefeuille d'Israël Beiteinu, qui a démissionné cette semaine et qui a estimé qu'il aurait plus d'influence en tant que député qu'en tant que ministre. Avidar a raconté la très rude conversation qu'il avait eue avec Avigdor Lieberman lorsque celui-ci a refusé de lui accorder, en juin dernier, un portefeuille ministériel à la hauteur de ses aspirations.